Bien, donc on va commencer l'audition. Merci déjà de votre présence. Je vous explique un petit peu les tenants et les aboutissants de cette proposition de loi. Ça fait pas mal de temps que j'y travaille. C'est venu au départ d'une idée des supporters du Red Star, qui est un club de ma circonscription, euh, assez engagés dans la vie de leur club et qui sont assez engagés aussi dans une vision, on va dire pour aller vite, de définanciarisation, en tout cas de moindre financiarisation du football. Bon, c'est un peu ça la problématique qui était posée et qui ont eu affaire à un fonds appelé Seven Partners qui a racheté le club du Red Star, qui avait déjà des clubs ailleurs en Europe, donc typiquement affaire à une multipropriété. Et de là qui ont demandé de réfléchir à une proposition de loi empêchant davantage la multipropriété qu'elle ne l'est empêchée aujourd'hui dans le Code du sport, dans un cadre franco-français, puisque on s'aperçoit qu'elle sévit souvent au niveau européen. Bon. Donc c'était un des aspects, parce que la multipropriété est souvent, pas toujours, mais souvent un peu le cheval de Troie justement de fonds financiers, parfois court-termistes et donc contradictoires avec l'avenir d'un club, et pouvant même d'ailleurs s'interroger sur, on va dire, la provenance de ces fonds. Donc ça, c'était une première chose sur laquelle j'ai travaillé. De là est arrivé un deuxième sujet assez rapidement, c'est en fait lié à la question de la propriété du club. Et alors peut-être pas la propriété au sens financier, mais on va dire pratiquement, je vais dire, une propriété intellectuelle. Qui est propriétaire du club et qui a le droit, à un moment donné, d'avoir un droit de regard sur le club, avec là aussi des réponses qui varient en Europe, puisque par exemple, il y a la version allemande du 51 qui permet qu'un sponsor, en gros, un partenaire financier, ne puisse pas être majoritaire seul du club, avec des parts qui se partent notamment par des supporters. Et puis, du coup, du fil en aiguille, j'en suis venu à une réflexion, parce que je ne crois pas que ça soit transposable dans le modèle français, mais d'une réflexion, pourquoi pas d'aller vers un comité de surveillance qui pourrait, par exemple, permettre d'avoir y compris des droits de veto ou des droits de regard au moins sur le rachat d'un club, composé par exemple de l'entité sportive du club, des collectivités territoriales et des supporters. Bon, voilà, c'est un peu les pistes. On a quand même pas mal avancé. On a rencontré des journalistes, des économistes, des clubs, beaucoup de clubs, évidemment la Ligue, la Fédé, enfin bon, tout le monde. Et on s'est aperçu, avant de clore cette proposition de loi, qu'il nous manquait le regard des juristes, ce qui évidemment est plus que nécessaire si on veut faire une proposition de loi qui tienne la route, en sachant que c'est une proposition de loi, pour bien comprendre, qui a vocation à être transpartisane. C'est-à-dire, mon idée, c'est de la faire passer dans ce qu'on appelle les semaines de l'Assemblée, qui sont inévitablement signées à minimum par une partie de députés de l'opposition et de la majorité. Donc je veux quelque chose qui tienne la route et qui puisse répondre à, non pas un consensus, mais à une majorité parce qu'il y a pas mal de gens qui se posent effectivement le problème, et puis on voit bien, vu les difficultés du foot français en ce moment, sur la manière dont le football est financé. Voilà, c'est dans ce cadre-là que je voulais vous rencontrer, pour voir quels étaient, dans les dispositifs qu'on a déjà mis avancés sur la table, ce qui pouvait être contraire au droit du sport ou pouvant s'adapter ou pouvant être modifié pour pouvoir être valable dans le droit du sport. Voilà un petit peu ce sur quoi je voulais vous interroger. Et si vous voulez vous présenter en même temps, ce serait super. Très bien, Vincent Thomas, professeur de droit privé à l'Université Bourgogne-Europe, ancien membre du laboratoire de droit du sport qui a disparu entre-temps, mais dans lequel j'ai réalisé un certain nombre de travaux, notamment sur le statut juridique des clubs sportifs. Et puis, depuis 2020, je suis président de l'Université Bourgogne-Europe. Voilà, donc, avec des fonctions très différentes. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir sollicité. Peut-être un prolégomène juridique sur le sport professionnel. C'est que d'un point de vue juridique, le sport professionnel est considéré comme une activité lucrative, commerciale, exercée, exploitée par des entreprises, et considérée donc comme des acteurs sur un marché, et notamment par le droit de l'Union européenne. Je rappelle ce cadre parce que
ça crée une tension entre, à mon sens en tout cas, entre l'analyse juridique européenne et le sport en tant qu'objet social, enfin pas objet social au sens du droit des sociétés, mais en tant que presque propriété commune que vous décriviez tout à l'heure. Et donc, dans ce que j'ai lu, dans le document qui m'a été livré, je vois ces deux tensions. Alors le droit reste le droit, il y a une hiérarchie des normes, et ce que je vais vous dire ne correspond pas nécessairement à une position personnelle sur la question, mais plutôt sur une analyse, pour le coup juridique mais personnelle, des différents éléments. D'abord, il y a, et je l'ai lu dans le rapport qui a été rédigé par l'Association nationale des supporters, une assertion qui me semble inexacte, qui consiste à dire que la multipropriété des clubs n'est pas interdite par le Code du sport. Si, elle est interdite. Elle est interdite, elle touche le contrôle exclusif, le contrôle conjoint du capital, hein, c'est comme cela qu'on traduit en droit la question de la multipropriété, hein, c'est les détentions du capital et donc des droits de vote et donc la possibilité de contrôler la société. Et cela inclut également l'exercice d'une influence notable, c'est-à-dire quand j'ai pas 50%, mais peut-être 20 ou même 15%, et que le reste de l'actionnariat est totalement morcelé, eh bien, cela me donne le pouvoir d'exercer une influence notable sur le club, et donc, évidemment, sur sa destinée sportive. Cette multipropriété, au sens où je viens de le dire, et les trois hypothèses, contrôle exclusif, contrôle conjoint, influence notable, est déjà prohibée par le Code du sport. Là où il y a, et je crois que c'est l'hypothèse de travail qui vous préoccupe, là où on a une limite à ce code, c'est la limite qui est liée à la territorialité de la loi française. C'est-à-dire la loi française s'applique en France. Elle ne lie pas les autres États. Et l'autre faiblesse du dispositif, c'est que, et ça rejoint l'une des questions qui est posée dans le document que vous m'avez soumis, c'est que du point de vue du droit européen, il n'y a pas de compétences transférées par les États membres à l'Union européenne. Et ça rejoint les questions sur l'article 165, peut-être que je peux évoquer tout de suite, du TFUE. L'article 165 du TFUE, voilà, il dit l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat, ainsi que de sa fonction sociale et éducative. Donc ça contribue, ça signifie un peu tout et rien. C'est-à-dire que ça donne probablement la possibilité pour l'Union européenne de mener des actions de promotion en finançant, en accompagnant, pourquoi pas en ayant des services dédiés à ça. Mais surtout, le petit 4 de cet article 165 dit bien que le Parlement européen et le Conseil peuvent adopter des actions d'encouragement, mais à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Donc ça veut dire pas de directive, pas de règlement, en fait pas de loi européenne, pour utiliser des termes peut-être plus clairs, pas de loi européenne dans un domaine qui de toute façon ne fait pas l'objet d'un transfert de compétences. Et le Conseil, juste après, adopte sur proposition de la Commission des recommandations. Des recommandations, il n'y en a pas de portée juridique. Il n'y a pas de portée juridique à ces recommandations. Donc ça signifie qu'on est dans une situation qu'on connaît aussi à l'université de morcellement. Enfin, autant d'États membres, autant de droits traitant de la multipropriété, avec probablement des failles dans lesquelles vont s'engouffrer les investisseurs. Et ça, on est là. Je crois qu'on est exactement là, où on a des droits nationaux étatiques qui règlent la question, tantôt en interdisant par exemple la détention de plus de 5% du capital dans deux sociétés sportives différentes, c'est plutôt le modèle anglais, le modèle allemand que vous avez rappelé. Nous, en France, on s'est basé sur la notion de contrôle qu'on connaît bien en droit des sociétés, puisque les clubs professionnels sont constitués sous forme de sociétés sportives. Et je pense que la loi en elle-même n'était pas mal conçue dans son objectif de limiter le risque. Sauf que le risque est limité dans le périmètre national, donc de notre ordre juridique national, mais pas, il ne peut pas, par hypothèse, appréhender ce qui se passe en dehors du territoire national. Sauf, peut-être, à intégrer dans l'article L. 122.7 du Code du sport
une disposition supplémentaire qui viendrait dire que si la loi française ne s'applique pas à l'extérieur, elle peut en revanche interdire à un investisseur étranger exerçant le contrôle ou l'influence notable sur un club européen de prendre le contrôle ou d'exercer une influence notable sur un club de même discipline évoluant en France, et vice-versa. Interdire à un investisseur qui exerce un contrôle exclusif, conjoint ou une influence notable sur un club français, d'exercer le contrôle, etc., sur un autre club. Avec une sanction qui est celle de l'amende. Je pense que la sanction peut être complétée par les règlements sportifs, puisque la fédération ou la ligue de football professionnel peut parfaitement intégrer dans son panel de sanctions ou dans le panel de fautes susceptibles de donner lieu à sanction, eh bien, la violation du code du sport, bien évidemment, et donc avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion du droit de participer aux compétitions sportives. Donc je pense que déjà, on réglerait une partie du problème. L'inconvénient de cette solution, que je vois, mais qui n'est pas un inconvénient juridique, qui est à mon avis un inconvénient de marché, c'est que le marché français pour les investisseurs étrangers risque de devenir un peu moins attractif et cela peut aboutir, s'il n'y a pas une sorte de travail simultané avec les autres législateurs européens, qui à mon avis est assez nécessaire, on risque d'avoir un report des investissements étrangers de la France vers d'autres marchés sportifs qui sont moins exigeants, plus tolérants, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est sur ce point-là, c'est ce que je pense. Je pense aussi qu'il y a tout de même, j'ai relu à l'occasion de notre entrevue, l'article 5 du règlement de l'UEFA qui régit notamment la Champions League. Et on a tout de même, dans cet article 5, qui est très long, parce qu'il pose un principe et il énumère un certain nombre d'exceptions. Quand on a trop d'exceptions, on se pose d'ailleurs la question si l'exception ne devient pas le principe et vice-versa. Il existe dans ce règlement, on va dire, des instruments juridiques qui, en principe, permettent d'éviter les effets néfastes de la multipropriété des clubs sur le bon déroulement des compétitions sportives. Parce que, revenons au principe de base, si la multipropriété est interdite, c'est pour éviter qu'il y ait une entente entre clubs qui participent à la même compétition sportive. Il ne faut pas qu'un même investisseur puisse dire non, voilà, un jour, voilà, ça va être le PSG qui va gagner, et puis pas le LOSC, etc., etc. Donc ça c'est le fond de l'affaire. Il reste que on a d'autres dérives qui se sont développées, qui, à mon sens, peuvent donner lieu à un traitement juridique. Alors, est-ce que ça signifie qu'il faut un nouvel instrument juridique? J'en suis pas toujours sûr, et j'ai pas encore mûri suffisamment la réflexion. Mais c'est à la lecture donc, de toutes ces actualités où on se retrouve dans des situations où, par exemple, au sein d'un même groupe de clubs contrôlés par un même investisseur, donc un peu comme il y a des groupes de sociétés, il y a des groupes de clubs avec une holding à la tête qui, au plan européen, pas au plan français. Et on se retrouve donc dans des situations où bien, certains clubs sont subordonnés à des clubs maîtres, on pourrait les appeler comme ça, clubs maîtres, et puis des clubs esclaves ou subordonnés. Et on identifie deux dysfonctionnements possibles. Le premier, au regard du sport et de l'objectif du sport, c'est que les intérêts sportifs du club subordonné sont sacrifiés sur l'autel des intérêts sportifs du club maître. Donc l'esclave obéit au maître, et donc ça peut prendre la forme, par exemple, de mise à disposition de joueurs en cours de route, en cours de saison, etc., et qui déshabille le club esclave et au profit du club maître, et donc on sacrifie un des compétiteurs au profit d'un autre. On sacrifie et on fige aussi.
Alors on peut figer, mais dans un système concurrentiel, dès qu'on fige, on sacrifie en réalité, puisqu'il faut être performant tout le temps, et l'immobilisme est gage de régression, je pense. Hein, et dans un système concurrentiel, c'est le cas. Alors ce phénomène-là, on le connaît ailleurs, dans d'autres disciplines sportives. Vous prenez par exemple la Formule 1. La Formule 1, on a des écuries avec 2 pilotes engagés par écurie, dans une même compétition. Les instructions du directeur de l'écurie au deuxième pilote de dire tu lèves le pied pour laisser gagner le premier, ça favorise l'écurie, ça se passe. Mais ça se passe dans une même équipe, alors que les clubs sont des équipes différentes. Donc voilà, dans le cyclisme, c'est la même chose. On a des instructions qui sont données et on demande à tel membre de telle équipe, peu importe, de lever le pied pour laisser passer le champion, qui est peut-être un peu moins en forme sur une étape du Tour de France, par exemple. Donc ça existe, mais à l'intérieur d'une équipe, pas entre équipes. Voilà. Donc la question est de savoir, ici, si finalement cette réduction en esclavage de certains clubs au profit d'autres est compatible avec l'équité sportive et c'est du droit. Hein, l'équité sportive, c'est on a des armes pour... chaque club a des armes pour, on va dire, participer à la compétition sportive tout au long d'une saison, parce que la compétition sportive, c'est la saison entière, hein, là, notamment dans le foot. Et ces armes, c'est quoi? C'est ses joueurs, hein, principalement. C'est sa soutenabilité financière, son budget, sa capacité à payer, etc. Enfin bref, c'est tout ce qui fait. C'est ses installations, bien sûr. C'est l'ensemble des actifs, matériels, immatériels, y compris humains, qui lui permettent de participer à la compétition et d'avoir une chance de gagner. Voilà. Donc ça, et dès qu'on touche à ça, on touche évidemment à l'équité sportive, puisque on modifie les armes en cours de route. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes de transfert. On peut pas racheter un joueur juste avant le match qui va nous opposer à lui, alors que c'est le meilleur buteur de l'équipe adverse. C'est pas possible. Vous voyez. Donc l'équité sportive. L'autre point, et à mon avis, l'équité sportive est inféodée à cet autre point qui devrait venir en premier dans mon propos, c'est l'aléa sportif. S'il n'y a pas d'aléa sportif, c'est l'idée même de compétition qui disparaît. Donc, c'est-à-dire c'est l'idée même de sport, à mon avis. Et si on supprime l'aléa sportif, l'activité peut demeurer, mais à ce moment-là, elle change de nature, elle devient un spectacle sportif. Comme une représentation théâtrale, comme un ballet, etc. On sait déjà la fin, mais peu importe, c'est beau quand même, et voilà, on sait comment finit Hamlet, on sait comment, etc. Ça finit le Lac des Cygnes, voilà. Quand on regarde un film plusieurs fois, c'est la même chose. C'est un spectacle, ça peut être un spectacle de rue, etc. Mais ça n'est plus du sport au sens de compétition sportive. Et donc, l'activité change complètement de nature. Ça, le droit de la concurrence, qu'il soit européen ou interne, national, français, en tient compte et l'admet. C'est-à-dire que le droit peut réglementer, réguler un marché, le marché sportif, même si c'est un marché économique, pour en préserver l'essence même. Et je pense que c'est sur ce point qu'il faut agir, c'est-à-dire que interdire de manière absolue la multipropriété en soi heurte, par hypothèse, le principe de libre concurrence sur un marché, sauf si l'on démontre que le comportement d'un certain nombre d'acteurs sur ce marché va à l'encontre de l'essence même de la compétition sportive. Donc on est sur un fil, où les outils législatifs qui sont pensés doivent l'être pour maintenir l'aléa sportif, l'équité du sport, tout en assurant que le marché sportif demeure libre d'accès, c'est-à-dire que les entraves, les conditions qui sont posées ne constituent pas des entraves qui ne sont pas justifiées par cet objectif. D'accord, très intéressant. Pour moi, c'est absolument fondamental. Ce qui en plus correspond bien, parce qu'en réalité, c'est pour cette raison. C'est-à-dire, c'est la raison que vous décrivez, cette proposition de loi, elle est justement pour faire en sorte que l'équité sportive reste intacte. Absolument. Voilà, elle n'est pas la question entre guillemets, la question de la financiarisation. Bon, moi, je peux avoir une vision sur la financiarisation de manière globale de la société, mais sur le sport particulier, c'est qu'elle peut entraver
Oui. en réalité l'équité sportive. Absolument. Alors, totalement, l'équité, l'aléa sportif. Pourquoi? Mais d'ailleurs, c'est le but d'un investisseur. L'investisseur, il veut échapper à l'aléa économique. Or, dans le domaine du sport, l'aléa économique est totalement lié à l'aléa sportif. Enfin, totalement, modulo évidemment des circonstances un petit peu particulières. Mais les deux sont liés. Et donc, quand un investisseur, un fonds de pension, investit dans un club, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut échapper au risque économique. Et donc, il veut, dans la mesure du possible, réduire l'aléa sportif. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres comportements qui se développent. Donc, déjà, faire de certains clubs des esclaves de clubs maîtres. Voilà. Avec se servir du club esclave comme une sorte de donneur d'actifs humains lorsque c'est nécessaire, lorsque le club maître a une faiblesse, etc. Il y a d'autres... un autre... Juste, oui. Moi, je reviens sur l'article 5 de l'UEFA. Le problème, c'est qu'il y a des dérogations depuis quelques temps, notamment une compétition il y a 2 ans, Marseille, le Milan AC et Toulouse étaient dans la même compétition de l'UEFA. Théoriquement, vu l'article 5, ils n'auraient pas dû pouvoir l'être, mais il y a de plus en plus de dérogations acceptées, en fait. Alors, ça, c'est un vrai problème. C'est que là, l'autorité qui a la charge de mettre en œuvre l'article 5, c'est l'UEFA elle-même. Et si elle renonce à son impérium, d'une certaine manière, comment l'y contraindre? Alors, je pense, mais qu'il y a une possibilité pour peut-être une fédération, un club, en tout cas quelqu'un qui démontrerait, pourquoi pas un État, son intérêt à agir, de saisir le juge en vue d'enjoindre l'UEFA d'appliquer ses propres règles. D'autant plus que ces règles, finalement, dictent le comportement des acteurs économiques sur le marché UEFA dans la Champions League. Et qu'à partir du moment où on a une situation qui normalement tombe sous le coup de la prohibition de la participation de 2 clubs détenus, contrôlés par le même investisseur, de participer à la même compétition sportive, à partir du moment où cette condition est remplie, la loi devrait être appliquée. La loi fédérale européenne devrait être appliquée par l'autorité qui l'a conçue elle-même. Donc là, je pense qu'il y a effectivement, sans doute, un dialogue à avoir avec l'UEFA, peut-être, entre soit le mouvement fédéral national ou l'État français ou les États de l'Union européenne qui se sentent concernés, et l'UEFA, pour demander à l'UEFA d'appliquer ces textes. Et du coup, dans la logique du droit, à partir du moment où j'ai bien retenu ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire qu'en jouant sur l'idée de maintenir l'équité sportive, parce que, on va dire, principe inhérent du support, c'est-à-dire du sport. J'ai compris, donc du coup, on pourrait intervenir pour, par exemple, un propriétaire d'un club français ne puisse pas être propriétaire d'un club à l'étranger, et vice-versa. Donc ça, pour moi, ça me va très bien. Mais en plus de ça, je trouve que faire ça en France, et du coup, quelque part servir, à partir du moment où on le fait en France, d'exemplarité par rapport à ce qui serait nécessaire dans le droit des autres pays européens, il y a un autre argument avec l'UEFA. Parce que la raison pour laquelle l'UEFA finit par accepter que le Milan AC et Toulouse soient dans la même compétition, moi je vois bien leur argument, c'est de dire, vous voyez bien, si on applique stricto sensus la loi, il y a un des 2 clubs qui ne peut pas y participer. Et donc on voit bien que pour que la loi de l'UEFA soit respectée, il faut que la multipropriété soit interdite. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve qu'il y a un argument qui est intéressant aussi. Alors, enfin, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas seulement que la multipropriété soit interdite, il faut qu'elle soit effective. C'est-à-dire il faut qu'elle soit un obstacle effectif à la participation de 2 clubs détenus par le même investisseur à la même compétition sportive. Il faut qu'elle soit effective. Et c'est là où, à mon avis, l'UEFA a un progrès à faire probablement dans l'application de sa propre réglementation.
Oui, mais ce que je voulais dire par là, excusez-moi, mais c'est aussi un argument pour faire en sorte que les législations nationales changent leur législation, pour faire en sorte que l'UEFA soit obligée du coup de l'appliquer. Absolument, oui, oui. Voilà. Et si, par exemple, la législation française évolue dans le sens où un même investisseur ne peut pas aussi détenir, on va dire, le contrôle d'un autre club européen participant enfin, à la même discipline sportive, à ce moment-là, ça signifie qu'il y aurait quand même une situation illégale, on va dire, en France, à ce qu'un club français participe alors qu'il ne remplit pas ces conditions. Donc, ça crée un véritable hiatus et probablement un rapport de force entre l'ordre juridique étatique et la puissance sportive. Il y a peut-être une autre entrée aussi, parce qu'il y a un phénomène qui se développe entre les groupes multipropriétaires. C'est-à-dire qu'on voit des groupes multipropriétaires, donc d'un fonds de pension qui détient plusieurs clubs, et puis un autre fonds de pension qui détient d'autres clubs. On les voit conclure parfois des conventions de services entre eux. Et là, c'est peut-être l'émergence d'une forme peut-être nouvelle d'entente entre deux investisseurs multipropriétaires qui vont établir des stratégies communes. Et là, le droit de la concurrence peut appréhender ce genre de situation, puisque ça peut éventuellement être qualifié d'entente si ces accords ont un effet, ont soit pour objet, soit pour effet de modifier les conditions de fonctionnement du marché. Et donc, si il peut y avoir des ententes d'entreprise, hein, ça existe, hein, des contrats, etc. Ça, en soi, c'est pas un problème, sauf si ça modifie, évidemment, ça a une influence sur le bon fonctionnement et le bon déroulement du marché. Et ça peut être le cas si ces ententes ont une influence sur le résultat sportif, si elles ont pour objet ou pour effet d'avoir une influence sur le résultat sportif. Et ça, c'est pas exclu. Et ce qui serait assez étonnant. Pourquoi ? Parce que finalement, le droit européen considère que la réglementation fédérale, européenne et internationale, que ces réglementations-là constituent des ententes au sens du droit de l'Union européenne, et que les acteurs privés sont en train, à leur tour, les acteurs même du sport, les clubs sportifs et ceux qui détiennent les clubs sportifs, sont en train de se comporter un peu de la même manière en élaborant leur propre réglementation intra-groupe. Et là, on se retrouve avec une sorte de sous-fédération émergente qui viendrait s'insérer dans un marché qui lui-même est réglementé par une fédération européenne ou internationale. Et là, on a vraiment l'émergence d'un phénomène assez nouveau, je trouve. Et du point de vue de la théorie du droit et de la capacité du droit à appréhender ces phénomènes-là, ça pose de nouvelles difficultés, me semble-t-il. Surtout si, en plus, ces contrats qu'on appelle de service, c'est ce que j'ai lu dans la presse, hein, j'en ai jamais eu sous les yeux, surtout si ces contrats encadrent aussi les transferts entre groupes. Parce que imaginez, vous avez deux fonds de pension qui détiennent 5 clubs chacun en Europe, et ils décident entre eux d'avoir un accord cadre qui réglemente entre eux, entre ces deux groupes, les conditions de transfert de joueurs entre tous les clubs qu'ils contrôlent respectivement. Là, si c'est le cas, à mon sens, ça va à l'encontre des règles non seulement européennes. Pourquoi ? Parce que ça va à l'encontre tout simplement de l'arrêt Bosman qui a libéralisé la circulation des joueurs sous certaines réserves à travers l'Europe. Et ça va à l'encontre aussi des règles sportives et de l'équité sportive, dans la mesure où ça prive certains clubs de la possibilité peut-être d'acheter des joueurs qui sont finalement encapsulés dans cet accord cadre sur les transferts entre les clubs contrôlés par des holdings. Et là, je pense que je ne suis pas certain qu'on ait besoin de droits nouveaux pour l'appréhender, mais je pense qu'il faut aussi l'avoir en tête dans une réflexion sur l'évolution législative en vue d'appréhender les nouvelles formes ou les nouvelles dérives générées par la multipropriété
qui se développe à l'échelle européenne et pas seulement à l'échelle d'un territoire, comme on l'a appréhendé quasiment jusqu'à présent, sauf pour les règles de l'UEFA, sauf sous l'aspect fédéral, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Très bien, super. On peut parler de la question d'organismes de contrôle. Oui, j'ai été un peu surpris par la proposition, je ne vous le cache pas, parce que là, on est vraiment dans le droit de l'entreprise, hein, et donc dans la liberté d'entreprendre, et donc dans la liberté d'investissement. Et ce que vous proposez, alors moi, par exemple, je viens du droit des affaires, alors j'ai une culture mais qui est celle du droit, hein, en réalité, du droit des affaires. Et moi, je ne vous cache pas que des acteurs extérieurs tels que les collectivités locales, des associations de supporters, etc., des parties prenantes qui incarneraient d'une certaine manière l'aspect social du sport qu'on décrivait tout à l'heure. L'aspect patrimonial, on va dire. Oui, alors en tant que patrimoine commun. Oui, c'est ça. En tant que patrimoine commun, mais que j'entends bien. Hein. Si j'étais sociologue, voilà. Mais en tant que juriste, alors j'ai beaucoup de difficultés à m'y résoudre. Pourquoi ? Parce que ça crée ça créerait un droit de regard sur la propriété d'autrui. Ça soulève plein de difficultés. Alors, est-ce qu'on peut passer par le droit de propriété ? Oui, pourquoi pas, parce qu'il s'agit de vendre et d'acheter des titres sociaux. Donc là, on touche au droit de propriété. Ça touche également à la liberté d'entreprendre, dans le sens où la liberté d'entreprendre, j'investis ou pas librement dans telle ou telle structure. Alors, librement, sous réserve de respecter les règles d'ordre public, parmi lesquelles je considère qu'il y a l'aléa sportif et l'équité sportive. D'accord ? Donc, j'ai beaucoup de difficultés à valider d'un point de vue juridique et au regard des principes à la fois du droit de l'Union européenne, mais aussi de la liberté d'entreprendre, sur laquelle le Conseil constitutionnel rend quand même une jurisprudence très libérale. Hein. On est dans un ordre juridique libéral de ce point de vue-là. Je pense que ça n'est pas compatible. En revanche, sur les conditions de rachat d'un club, sur les garanties sportives proposées par le repreneur, dans le sens de l'aléa sportif et de l'équité sportive, je pense qu'on peut mener un travail de réflexion avec la DNCG, par exemple, pour le foot, pour que la DNCG exerce un pouvoir d'appréciation allant dans ce sens dans les opérations de reprise ou de transfert de propriété de club. Sans doute, là, ici, il y a une voie. Pourquoi ? Parce que si, dans les opérations de reprise, on comprend qu'un repreneur reprend pour se servir d'un club, non pas dans l'intérêt sportif de ce club-là, mais dans l'intérêt sportif d'autres clubs, alors je pense qu'on va à l'encontre de l'équité sportive et du principe de bon déroulement de la compétition sportive. Et là, il y a sans doute un angle d'attaque, me semble-t-il, c'est que ce comportement-là ne me semble pas vraiment compatible avec le fait d'avoir des maîtres et des esclaves, hein, des clubs maîtres et esclaves. Ça ne me semble pas compatible avec le bon déroulement de la compétition sportive à laquelle participe le club esclave. Parce qu'on va on va lui retirer des actifs, même si c'est assez désagréable de parler d'hommes et de femmes avec ce vocabulaire-là. Mais il me semble que utiliser un club à des fins autres que ce pourquoi il existe dans la compétition à laquelle il participe, c'est à mon avis détourner l'objet même de ce club. Et je pense que ça va à l'encontre de l'équité sportive et du bon déroulement de la compétition sportive à laquelle ce club participe.
Et là, on a un angle d'attaque, me semble-t-il, en tout cas un angle d'analyse qui mériterait d'être... Ça veut dire que, par exemple, il faudrait avoir un droit de saisine de la DNCG plus importante par des entités... Peut-être la loi pourrait-elle prévoir que l'organe de contrôle de gestion des clubs analyse les conditions de reprise d'un club au regard des objectifs sportifs et de bon déroulement, des principes de bon déroulement de la compétition sportive. Ça mérite oui. davantage de réflexion, mais c'est une piste. Et est-ce qu'il n'y a pas une piste aussi, alors ok, je comprends sur l'histoire de l'organe de contrôle, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une piste aussi en termes de part d'actionnariat réservée? C'est-à-dire que, par exemple, parce qu'il y a des clubs qui le font automatiquement, hein, c'est le cas de Sochaux, si je ne me trompe pas, je me demande si ce n'est pas le cas de Rodez aussi, c'est-à-dire qu'il y a une part de l'actionnariat qui est réservée aux supporters, par exemple. D'accord ? Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose où on pourrait imaginer, parce que de fait, si vous êtes actionnaire, vous êtes au conseil d'administration, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, là, sans départir du droit à la... Alors, ouais, on a aussi, en Espagne, avec les socios, où oui. On a un peu le même phénomène, même si c'est des associations, ce n'est pas des sociétés. Ça dépend, mais... Et, alors oui, l'imposer dans la loi, ça suppose de vérifier la compatibilité du texte avec la liberté d'entreprendre. Donc là, il y a peut-être une analyse à pousser que je n'ai pas faite. En revanche, le prévoir dans les statuts, ça, c'est effectivement, il est tout à fait loisible aux rédacteurs de statuts, aux associés, aux fondateurs, aux actionnaires fondateurs d'une société sportive de le prévoir. Ça c'est totalement possible. En revanche, l'imposer dans la loi, j'aurais besoin d'un peu de réflexion. Je veux bien que vous réfléchissiez, ça m'intéresse. Alors après, ça peut être, il y a deux façons de faire. Soit ça peut être l'imposer par la loi, soit ça peut être par la loi donner des avantages aux clubs qui le pratiquent. Alors il peut y avoir une incitation. Une incitation. Absolument. Absolument. Je trouve que oui, ça peut être intéressant. En outre, pour un club, il est toujours intéressant aussi de fidéliser ses fans, ses supporters. Parce que je sais que la Fédé, elle fait des choses là-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas poussé très très loin, ça s'appelle le... Ah, pardon. Je sais que sur la Fédé, il y a la Fédération française de foot fait des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des clubs qui ont une espèce de label, mais ça ne va pas très loin, qui permet d'avoir certains avantages, mais on pourrait imaginer que, justement, dans le sens d'un patrimoine commun, justement, d'un label patrimoine, je ne sais pas comment on l'appelait, enfin, c'était, je crois que c'était les supporters de Sochaux qui me parlaient de ça, il y a un certain nombre d'avantages pour les clubs qui souscrivent, quoi. Ouais. Y compris fiscaux, par exemple. Par exemple, oui. Sous réserve de la compatibilité ou de la conditionnalité des avantages fiscaux, mais d'un point de vue de politique sportive, effectivement, c'est à mon avis une voie qui peut être totalement explorée. D'accord. Alors, autre point, je voulais un petit peu vous interroger. Alors là, on parle beaucoup du football, parce que c'est dans le football où les choses se posent. Maintenant, est-ce qu'on peut essayer d'apprécier les conséquences de ces dispositions sur d'autres secteurs que celui du seul football? Parce que, sauf erreur de ma part, c'est compliqué de légiférer uniquement pour le football. Moi, je pense qu'à mon avis, c'est très difficile d'isoler une discipline au milieu de très nombreuses. À la limite, juridiquement, pourquoi pas? Mais je pense que ça aurait un effet un peu stigmatisant à l'égard d'une discipline, ce qui est peut-être pas très bon politiquement. Et puis par ailleurs, les autres disciplines, elles évoluent aussi. Il y a 30 ans, quand le rugby s'est professionnalisé, alors certains disaient oui, il va devenir un peu comme le foot, etc. Oui, d'une certaine manière, il a évolué. Alors il n'évolue pas comme le foot, et ça reste encore différent, notamment sur le comportement des supporters, qui est quand même beaucoup plus calme dans le rugby que dans le foot. Et puis il ne s'est pas financiarisé autant. Les enjeux sont pas aussi considérables, même s'ils le deviennent néanmoins.
Et donc, légiférer uniquement pour une discipline, c'est peut-être aussi ne pas appréhender ce qui va se poursuivre dans un phénomène qui va se poursuivre dans d'autres disciplines. Et si on a un droit qui préalablement finalement permet de limiter les dérives, par exemple de la multipropriété, pour le foot, autant que ça vaille aussi pour le rugby et pour le reste. Vous ne voyez pas d'effet de bord négatif qu'il pourrait y avoir vis-à-vis d'autres disciplines, quoi. Alors, il faut que ça soit des disciplines professionnelles, je pense. Oui, alors de toute façon, ne sont concernées ici que les disciplines professionnelles. D'accord. Ou dites amateurs au sens sportif du terme, mais qui sont déjà dans un processus de professionnalisation avancé. Non, je vois pas. Aujourd'hui, je vois pas d'effet de bord. Peut-être qu'ils se produiront. C'est possible. Okay. Alors, je voulais vous interroger ici sur un dernier dispositif qui était l'idée d'instituer un fonds de sauvegarde des clubs abondé par une taxe assise sur les droits d'exploitation de visuels. Bon, alors là, pourquoi cette idée est venue? Au départ, elle n'était pas là, mais c'était un peu pour répondre, si vous voulez, évidemment, mais vous l'avez dit vous-même au départ de l'audition, je ne sais plus quelle phrase utiliser, mais vous avez utilisé... à certains moments, si vous voulez, interdire la multipropriété peut sembler être quelque chose qui contrevient à l'intérêt économique du secteur. Bon, moi, je crois que sur le moyen et long terme, ça ne contrevient pas, parce que je pense que en réalité, vraiment, sauf exception, en règle générale, c'est des expériences qui ont un effet, ou en tout cas sur l'équité sportive à terme négative, et donc sur l'intérêt du alors, pour peut-être préciser mon propos, ce que j'ai dit s'appliquait à un marché normal, pas au marché sportif. Je comprends bien. Pour moi, très. Mais en tout cas, on me l'a déjà posé. C'est-à-dire très clairement, j'ai auditionné la Ligue ici. C'est la première chose qu'ils m'ont dit. C'est attention, d'accord, mais comment on fait quand un club est dans une situation. Donc, d'où l'idée est venue de cette histoire de fonds de sauvegarde qui permet justement, dans une situation périlleuse, à un club de ne pas prendre n'importe qui là-dessus. Donc, je voulais savoir si vous avez une réflexion là-dessus en termes juridiques. Il y a deux aspects. Il y a l'abondement du fonds par une taxe sur, par exemple, les droits TV, etc. Moi, je ne suis pas fiscaliste, mais a priori, il y a un prélèvement pour financer le sport amateur sur les droits TV. Bon, j'ai pas décelé quelque chose qui heurtait, on va dire, le droit, mais c'est sous réserve de ce que pourrait dire un spécialiste droit fiscal. Là, franchement, j'avoue les limites de mes compétences. L'autre point, en revanche, c'est ce prélèvement abonderait un fonds, et ce fonds servira à quoi? Est-ce que ça servirait, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre, à sauver un club, par exemple, qui sera en liquidation judiciaire? C'était un peu ce qui était dit dans la note. Oui. Alors ça, je m'en méfierais un petit peu, parce que ça pourrait être considéré comme une aide d'État. Et là, on tombe sous le coup du droit des aides d'État de l'Union européenne. Et normalement, l'État ne doit pas intervenir, sauf à certaines conditions. Là, ce n'est pas vraiment l'État, parce qu'en fait, ça serait un fonds de solidarité, quelque part. C'est-à-dire, l'idée, pour être précis, c'était que c'était pas que ça soit pérenne. C'est que ça soit un organe de contrôle qui puisse décider de confier la gestion de la société sportive pendant une durée d'1 an à un fonds de sauvegarde des sociétés sportives. Donc c'était vraiment une tutelle de façon à identifier un candidat repreneur. C'était très temporaire, si vous voulez. Oui, alors en fait, ça double peut-être, alors de ce point de vue-là, ça double peut-être ce qui existe en droit des procédures collectives. Puisqu'en droit des procédures collectives, quand une société, une entreprise dépose son bilan, demande le bénéfice, soit d'une sauvegarde, d'un redressement, d'une liquidation judiciaire, la liquidation judiciaire étant quand la situation est irrémédiablement compromise, donc là, en principe, c'est fini, il n'y a peut-être plus grand-chose à sauver. Mais quand on est en redressement, il y a une période d'observation qui s'ouvre, et cette période d'observation permet d'abord de faire un bilan des actifs, des dettes, etc. Et puis ensuite, de voir venir aussi des propositions de repreneurs. Alors, peut-être que la proposition pourrait, pourquoi pas, en cas de procédure collective ouverte à l'encontre d'une société sportive, voire d'une association sportive un peu riche, mais on serait plutôt sur des sociétés sportives ici, serait peut-être
d'aménager, pourquoi pas, le code de commerce, le livre 6 du code de commerce, qui régit le droit des procédures collectives dans le sens que vous indiquez. On trouve, par exemple, des dispositions particulières pour les exploitations agricoles dans le code de commerce. Donc on pourrait imaginer d'avoir des dispositions spécifiques qui concerneraient les clubs sportifs, sans doute à condition de bien les justifier, de bien montrer à quoi ça doit servir, et peut-être en raison de la spécificité du sport. Parce qu'un club sportif, c'est pas une boulangerie, enfin c'est pas ou c'est pas une entreprise de métallurgie, c'est très différent, et effectivement il y a des enjeux, et notamment l'aléa sportif, l'équité sportive, qui peuvent justifier peut-être des dispositions particulières. Sachant que normalement, la DNCG est chargée quand même de vérifier chaque année si le budget prévisionnel du club, avant le début de la saison, est équilibré et lui permettra de tenir tout le long de la saison. Ça, là, j'ai cru voir à travers pas mal d'articles en ce moment sur le foot là, que c'est pas si simple. C'est pas si simple, quoi. C'est vrai. Ça ne veut pas dire que ça marche à chaque fois, ça c'est sûr, mais normalement, ça fait partie des missions de la DNCG. Et c'est comme ça que la DNCG, par exemple, peut dire, voilà, si vous ne trouvez pas les garanties suffisantes, etc., à ce moment-là, vous ne pouvez pas concourir en Ligue 1, par exemple, et vous êtes rétrogradé. Mais si la DNCG, par exemple, justement, c'est un bon exemple, pouvait justement s'appuyer sur un fonds de sauvegarde qui existe de ce point de vue-là temporaire, notamment au cours de saison, pour arriver à limiter les dégâts, puis limiter les dégâts du championnat, parce qu'un club qui peut plus payer ses joueurs en cours de saison, parce que là j'ai vu que ça pouvait arriver, là, j'ai vu Montpellier, j'ai vu, ça serait une solution qui pourrait sécuriser les choses, non? Voilà. Alors, est-ce que d'autres pourraient pas s'en plaindre en disant, oui, mais ils ont mal géré, donc ils sont partis comme les autres avec le même point? C'est peut-être un argument qui pourrait se retourner. Oui, sauf que je pense que les autres pourraient peut-être s'en plaindre. Sauf que, prenons l'exemple de ce qui se passe en ce moment, on s'aperçoit que la responsabilité n'est pas seulement celle du club, elle est collective, elle est par rapport au droit de télé, enfin, le choix du... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on est sur une dimension où il n'y a pas un seul club qui... Il y a l'écosystème qui est responsable en tant que tel. Voilà, des causalités qui ne tiennent pas seulement au club, mais qui viennent aussi de la question des droits qui ne sont pas versés par celui qui a emporté le marché, comme on a vu il y a là cette année, oui, effectivement. Alors, effectivement, ce fonds de solidarité pourrait, alors là pour le coup, venir en garantie d'engagement pris par des acteurs extérieurs qui, normalement, sont chargés d'alimenter en ressources le football, enfin le football ou la discipline concernée. Ça, en revanche... Ça me paraît tout à fait. D'accord. Tout à fait. Enfin, ne pas soulever de difficultés. Ok, super. Est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Non, merci. C'est moi qui vous remercie. Parce que ça m'a permis aussi de... Vous m'avez apporté plein de choses.